Vous n'êtes pas censé être ici. La voix de l'hôtesse de l'air, Véronique Laurent, siffla comme une lame froide à travers la cabine de première classe, son ton chargé d'une autorité implacable. Sans un mot d'avertissement, son talon pointu s'enfonça violemment dans le tibia d'Amélie Dubois, une adolescente de 13 ans à la peau d'ébène, assise dans le fauteuil Yuna, un livre ouvert sur ses genoux, son regard perdu dans les nuages par le hublot. La douleur fusa, aiguë, fulgurante, mais Amélie ne cria pas. Elle ne pleura pas. Sa chaussette blanche se teinta d'un rouge sombre, le sang coulant doucement le long de sa cheville, tachant le tissu immaculé, mais elle resta immobile, ses yeux bruns calmes, presque trop calmes, fixant l'hôtesse avec une intensité qui semblait défier la violence qu'elle venait de subir. Autour d'elle, les passagers de la cabine de luxe, vêtus de costumes impeccables et de tailleurs élégants, détournèrent les regards, leurs gestes suspendus dans une chorégraphie d'indifférence. Une fourchette resta en l'air, un verre de champagne cessa de tinter, un homme en blasé bleu ajusta nerveusement son bouton de manchette, feignant d'être absorbé par son journal. Une femme 2 rangées devant, ses cheveux blonds soigneusement relevés, murmura à son mari. « Il laisse vraiment n'importe qui ici maintenant, non ?» Sa voix, bien que basse, portait cette pointe de mépris typique des salons parisiens huppés, où l'ordre social semblait gravé dans le marbre. Mais sous sa capuche, derrière ce regard d'une sérénité déconcertante, Amélie portait un secret bien plus lourd que les jugements des autres. Un secret que la compagnie aérienne, Air Prestige, croyait avoir enterré des années auparavant. Un système endormi, éthique, conçu par sa mère, la docteure Claire Dubois, une brillante informaticienne dont le nom avait été effacé des registres officiels après une tragédie aérienne controversée. Ce système, enfoui dans les circuits d'un bracelet de cuir usé qu'Amélie serrait contre son poignet, avait le pouvoir de geler le trafic aérien mondial, de déterrer des vérités que l'industrie avait voulu oublier. Et aujourd'hui, face à l'humiliation, Amélie en avait assez de se taire. On l'avait chassée d'un siège qu'elle avait légitimement payé. Elle était prête à faire trembler tout un système qui prospérait sur le silence. La cabine de première classe du vol Paris-New York d'Air Prestige baignait dans une lumière douce, tamisée par des stores à moitié baissés, où l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à celle du cuir neuf des sièges. Amélie Dubois, 13 ans, s'était installée dans le fauteuil 1A, un privilège rare qu'elle devait à sa mère, Claire, qui lui avait offert ce billet comme un dernier cadeau avant de disparaître. Le siège était spacieux, le dossier légèrement incliné, parfait pour se plonger dans son roman, un vieux exemplaire de L'étranger de Camus, dont les pages jaunies portaient encore les annotations au crayon de sa mère. Elle avait à peine tourné la première page lorsque le coup arriva, brutal, inattendu. Le talon pointu de l'hôtesse, Véronique Laurent, s'enfonça dans son tibia, juste sous la tablette, avec une précision presque calculée. La douleur explosa, irradiant jusqu'à son genou, mais Amélie ne laissa échapper qu'un léger sursaut, plus de surprise que de souffrance. « Dehors, maintenant !» aboya Véronique, sa voix tranchante comme un couperet, assez forte pour faire frémir la cabine entière. Les têtes se tournèrent, puis se détournèrent presque instantanément. Dans un ballet de regards fuyants, les passagers, habitués au confort feutré de la première classe, semblaient soudain fascinés par leurs écrans, leurs verres, ou les motifs complexes du tapis sous leurs pieds. Amélie cligna des yeux, son souffle court, tandis que le sang commençait à couler, imbibant sa chaussette blanche, goûtant sur le bord de sa chaussure en toile. Elle ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle fit ce qu'elle avait appris à faire depuis toujours, endurer, absorber l'injustice comme une vague qui finit par se retirer. Ses yeux croisèrent ceux de Véronique, dont le visage restait d'un calme glacial, presque professionnel, comme si frapper une adolescente était une formalité administrative. « Ce siège n'est pas pour vous, ma chère », ajouta l'hôtesse, un sourire narquois tordant ses lèvres parfaitement maquillées. « Montrez-moi votre carte d'embarquement. Ou peu, être n'en avez-vous même pas ?» La question, posée avec une condescendance à peine voilée, semblait attendre une capitulation. Amélie, sans un mot, fouilla dans la poche de sa veste kaki et en sortit une carte d'embarquement intacte, imprimée avec soin. « Première classe, siège 1A », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme, tendant le document à l'hôtesse. Véronique le saisit d'un geste brusque, sans même le regarder, et le déchira en deux d'un mouvement sec. Les morceaux de papier tombèrent sur les genoux d'Amélie comme des confettis inutiles. « Jolie contrefaçon !» lâcha Véronique, son ton plat, presque ennuyé. « Allez, au fond de l'avion, maintenant !» À quelques sièges de là, Antoine Lefebvre, un journaliste indépendant d'une trentaine d'années, vêtu d'un pull en laine usée et d'une écharpe mal nouée,
inclina discrètement son téléphone. Une lumière rouge clignotait dans le coin de l'écran, signalant qu'il diffusait en direct sur une plateforme de streaming. Il avait vu la scène se dérouler, et son instinct de reporter, aiguisé par des années à couvrir des injustices mineures dans les rues de Paris, l'avait poussé à enregistrer. Il ajusta l'angle, capturant le visage sévère de Véronique, le sang sur la chaussette d'Amélie, et l'indifférence étudiée des autres passagers. Véronique ne remarqua rien, trop absorbée par son rôle de gardienne de l'ordre, un ordre qu'elle semblait définir seule. Amélie, elle, se leva lentement, ignorant la douleur qui pulsait dans sa jambe. Elle s'appuya sur l'accoudoir pour garder l'équilibre, ramassa son petit sac à dos en cuir et lança un dernier regard vers le hublot qu'elle devait abandonner. Les nuages s'étiraient à l'infini, indifférents aux drames humains qui se jouaient à 35,0 pieds d'altitude. En boitant dans l'allée, elle sentit les regards en coin des passagers, ces coups d'œil furtifs qui trahissaient à la fois la curiosité et la gêne. Un homme en costume gris, assis en 3C, toussa bruyamment et déploya son journal avec une ostentation exagérée. Une femme en 4A, Sophie Beaumont, une entrepreneuse parisienne d'une quarantaine d'années, tripotait nerveusement sa boucle d'oreille en perles, évitant tout contact visuel. Une voix, à peine étouffée, murmura derrière elle. Sûrement une surclassée gratuite. Ils essaient toujours de s'incruster, ces gens-là. Amélie ne ralentit pas. Elle ne répondit pas. Le sang avait maintenant formé une croûte sur le bord de sa chaussure, et chaque pas envoyait une nouvelle vague de douleur dans sa jambe. Une autre hôtesse, plus jeune, au visage moins dur, la guida sans un mot vers l'arrière de l'avion, à travers le rideau séparant la première classe du reste de la cabine, jusqu'au siège 35C, un fauteuil étroit au milieu d'une rangée économique, coincé entre un homme en sweat à capuche taché de graisse de fast-food et un adolescent aux écouteurs bon marché qui diffusait un rap tonitruant. Amélie s'assit avec précaution, grimaçant lorsque son tibia heurta le bord dur du siège. L'homme à sa gauche, un voyageur d'une quarantaine d'années au visage fatigué, soupira bruyamment, visiblement agacé par l'arrivée d'une voisine. L'adolescent à sa droite, absorbé par sa musique, ne lui accorda pas un regard. Elle posa son sac à dos sur ses genoux et en sortit un ordinateur portable, son écran encore noir, comme endormi. Dans le compartiment à bagages au-dessus de sa tête, une petite LED clignota 3 fois, discrète, presque invisible, mais porteuse d'un pouvoir qu'aucun passager ne pouvait soupçonner. Le flux en direct d'Antoine, désormais suivi par 25,0 spectateurs, capturait chaque détail. La démarche boiteuse d'Amélie, le mépris dans les yeux de Véronique, les murmures des autres passagers. Les commentaires en ligne commençaient à s'enflammer. Elle s'est fait frapper? Cette hôtesse a attaqué une gamine? Qui est cette fille? Amélie, elle, ne lisait pas les commentaires. Elle fixait le hublot, où les nuages semblaient danser lentement, indifférents au chaos qui se déroulait à l'intérieur de l'avion. Son souffle était régulier, mais ses doigts tremblaient légèrement, un frémissement à peine perceptible. 3 rangées derrière, Sophie Beaumont se pencha vers son assistante, une jeune femme en tailleur bleu marine. « Où sont ses parents ?» murmura-t-elle, son ton oscillant entre irritation et curiosité. « C'est ça, le problème avec ces enfants. On les laisse vagabonder. Et ils s'attendent à tout obtenir gratuitement. » Sa voix, bien que basse, portait juste assez pour qu'Amélie l'entende. Elle ne réagit pas, mais ses doigts se crispèrent sur son sac. Soudain, l'écran de son ordinateur s'alluma, un éclat discret dans la pénombre de la cabine. Une ligne de code clignota dans le coin inférieur, verte sur fond noir. Candidat de niveau indétecté. Système éthique disponible. Amélie retint son souffle. Elle ne toucha pas le clavier, pas encore. À la place, elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit pochon de velours usé, ses bords effilochés par le temps. À l'intérieur, elle trouva un bracelet en cuir, orné de fils bleus cousus à la main, dont les extrémités s'effritaient doucement. Elle le passa autour de son poignet, ses doigts s'attardant sur la doublure intérieure, froide au toucher. Ce n'était pas un simple bijou, c'était un legs, un fragment du travail de sa mère, la docteure Claire Dubois, une femme dont le nom avait été rayé des annales de l'industrie aéronautique après une tragédie qui n'avait jamais été pleinement expliquée. 5 ans plus tôt, Claire avait présenté Éthique, un protocole révolutionnaire destiné à surveiller les biais dans les opérations aériennes, à enregistrer les discriminations en temps réel, à signaler les abus systémiques qui gangrénaient l'industrie. Trop audacieux, trop coûteux, trop dérangeant pour les cadres en costume qui préféraient fermer les yeux, le projet avait été rejeté à l'unanimité par un comité de l'aviation civile. 6 mois plus tard, Claire Dubois était morte dans un accident d'avion, officiellement attribué à une
erreur de pilotage. Mais Marc Dubois, son mari et le père d'Amélie, n'avaient jamais cru à cette version des faits. Pas quand la boîte noire de l'avion avait mystérieusement disparu pendant 72 heures avant d'être retrouvée, intacte, comme par magie. Il n'avait pas porté plainte. Il n'avait pas cherché à se venger publiquement. Il avait choisi le silence, mais pas l'abandon. En secret, il avait reconstruit éthique, peaufinant le système jusqu'à ce qu'il devienne une arme invisible, prête à être réveillée par la bonne personne, au bon moment. Assise au siège 35C, le sang séchant sur sa chaussette, Amélie sentait le poids de cet héritage autour de son poignet. Le bracelet, usé mais solide, semblait vibrer légèrement, comme s'il attendait qu'elle prenne une décision. À l'avant de la cabine, derrière le rideau qui séparait les classes, Véronique sirotait une eau pétillante, son sourire satisfait trahissant une assurance inébranlable. Elle se pencha vers une collègue, une hôtesse plus jeune au chignon impeccable, et murmura « Ces gamins pensent que la première classe est un terrain de jeu. L'un d'eux a même osé me tendre une carte d'embarquement, comme si ça valait quelque chose. » La collègue gloussa, un rire complice qui résonna dans la petite cuisine de bord. « Bien joué, Véronique. Tu l'as remise à sa place. » Elles ignoraient qu'une tempête numérique grondait déjà, silencieuse mais puissante, dans les circuits invisibles au-dessus de leur tête. À quelques sièges d'Amélie, Antoine tapait rapidement sur son téléphone, envoyant un courriel urgent à son rédacteur en chef à Le Monde. Objet. Urgent. Abus éthique filmé en direct sur vol Air Prestige. En pièce jointe, une capture d'écran du flux vidéo montrant le tibia ensanglanté d'Amélie et le visage impassible de Véronique. Le monde regardait, et les premières vagues de colère commençaient à se former en ligne. Amélie, elle, ne regardait pas son téléphone. Elle fixait le hublot, où les nuages s'étiraient comme des continents flottants, indifférents aux injustices humaines. Mais sous cette apparente résignation, quelque chose changeait. Ses doigts glissèrent sur le bracelet, effleurant une petite perle centrale, lisse et froide. Un léger clic résonna, imperceptible pour quiconque sauf elle. Une vibration subtile parcourut son poignet. Et l'écran de son ordinateur s'anima soudain. Pas de fanfare, pas de logo ostentatoire. Juste un murmure numérique. Des lignes de texte défilèrent en vert sur fond noir. Authentification en cours. Protocole de niveau 1 en attente. Dispositif reconnu. Dr C. Dubois. ID légataire 78,431. 42012X. Amélie ferma les yeux, et pendant un instant, la voix de sa mère sembla résonner dans sa tête, claire comme si elle n'était jamais partie. Un jour, tu porteras ceci. Amélie, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. S'ils essaient de te faire taire, tu n'auras pas besoin de crier pour être entendu. Elle se souvenait d'elle à 7 ans, assise sur les genoux de sa mère dans un laboratoire baigné de soleil à Saclay, tenant ce même bracelet, qui vibrait doucement dans sa petite main. À l'époque, il ne fonctionnait pas encore. Claire avait dit qu'il attendait une voix plus forte que la sienne, une voix née du silence. Aujourd'hui, ce silence était assourdissant. Une nouvelle ligne apparut sur l'écran. Système éthique en veille. Utilisateur Amélie Dubois. Accès légataire confirmé. Souhaitez-vous initier le protocole? Son doigt plana au-dessus du pavé tactile, mais elle ne cliqua pas. Pas encore. Dehors, les nuages continuaient leur danse lente, indifférents aux humains. Elle baissa les yeux vers son tibia. Le sang avait cessé de couler, mais sa chaussette était raide, collante. La douleur s'était installée, un battement sourd, qui la gardait ancrée dans l'instant. Elle tira doucement sur sa chaussette pour dégager la plaie, puis sortit une lingette désinfectante de son sac, la pliant en deux, avant de la presser contre sa peau. Son souffle se bloqua un instant, mais elle ne pleura pas. L'homme à côté d'elle jeta un regard en coin, mais ne dit rien. L'adolescent à sa droite, inconscient de tout, tapa du pied au rythme de sa musique. Derrière elle, une femme appuya sur le bouton d'appel des hôtesses. Un bébé se mit à pleurer 3 rangées plus loin. Une annonce retentit, signalant un léger retard. Véronique repassa dans l'allée, son regard scrutant les passagers comme un prédateur en quête de faiblesse. Ses yeux glissèrent sur Amélie sans s'arrêter, comme si elle avait déjà oublié son visage. Pour l'hôtesse, ce n'était qu'une perturbation de plus, une adolescente sans importance. Amélie ouvrit le journal de sa mère. Un carnet relié en toile verte, ses bords légèrement cornés par le temps. À l'intérieur, une citation manuscrite, soulignée à l'encre noire. Le silence n'est pas une soumission. Parfois, c'est une stratégie. Elle traça les mots du bout des doigts, puis referma le carnet.
Elle leva les yeux vers le hublot, où le ciel s'étendait, vaste et impassible, et elle attendit, dans une salle de contrôle souterraine à la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, à Paris. Un écran vira au rouge. Une alerte clignota. Balise éthique non enregistrée détectée. Code Etoun fantôme. Une analyste, Camille Lefebvre, se pencha en avant, ses lunettes reflétant une constellation d'icônes d'avertissement. « C'est quoi, ça » murmura son collègue, un jeune technicien nerveux. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle connaissait ce nom. Éthique. Un projet abandonné, jugé trop intrusif, trop dangereux pour l'industrie. Un projet lié à Claire Dubois, une femme qu'elle avait rencontrée une fois, lors d'une audition publique. Claire avait été tenace, trop tenace, et puis, elle était morte. Camille tapa rapidement sur son clavier. D'où vient le signal? Son collègue pianota. Vol 8271, Paris, New York, Air Prestige. Cabine économique, siège 35C. Camille plissa les yeux, vérifiait le manifeste. Quelques secondes plus tard, le nom apparut. Amélie Dubois, 13 ans. Camille sentit son estomac se nouer. « C'est sa fille », murmura-t-elle. Le passé revenait, non pas comme un fantôme, mais comme une tempête. Et Amélie, au cœur de cette tempête, n'avait pas encore appuyé sur la détente. Mais Éthique était réveillé, et il écoutait. Dans une salle de contrôle souterraine à Toulouse, nichée sous les bureaux de la Direction générale de l'aviation civile, un écran vira au rouge, projetant une lueur inquiétante sur les visages tendus des techniciens. Une alerte clignota, brutale, insistante. Balise éthique non enregistrée détectée. Code Etoun, fantôme. Julien Moreau, un ingénieur aéronautique à la retraite, releva la tête de son vieux carnet de notes, ses lunettes glissant sur l'arête de son nez. « Éthique » murmura-t-il, sa voix rauque trahissant un mélange de surprise et de nostalgie. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis des années, depuis les auditions publiques où Claire Dubois, une collègue qu'il admirait, avait défendu son projet révolutionnaire face à un comité de cadres impassibles. Ce système, conçu pour traquer les biais et les abus dans l'industrie aéronautique, avait été jugé trop radical, trop perturbateur, et finalement enterré, comme Claire elle-même, disparue dans un crash aérien que beaucoup refusaient encore d'appeler un accident. Julien posa son stylo, ses doigts tremblants d'une excitation contenue. Il pianota sur un clavier poussiéreux, connecté à un terminal qu'il maintenait en secret dans son petit bureau de consultant à Toulouse. « D'où vient ce signal » demanda-t-il à son assistante. Élise, une jeune femme aux cheveux noirs attachés en queue de cheval, qui scrutait un second moniteur. « Vol 8271, Paris-New York, Air Prestige », répondit-elle, ses yeux plissés par la concentration. « Cabine économique, siège 35C. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Vérifiez le manifeste. Maintenant, quelques clics plus tard, le nom apparut, net, implacable. Amélie Dubois. 13 ans. Julien se figea. C'est elle, murmura-t-il, presque à lui-même, la fille de Claire. Élise leva les yeux, perplexe. Vous la connaissez? Julien ne répondit pas directement. Il se souvenait de Claire, de ses présentations passionnées, de son regard déterminé lorsqu'elle parlait d'un ciel plus juste, d'un monde où la technologie pouvait corriger les erreurs humaines. Et il se souvenait aussi de sa mort, 6 mois après le rejet d'Éthique, dans un accident que son mari, Marc Dubois, avait toujours refusé d'accepter comme une coïncidence. Julien tapa rapidement un message crypté, destiné à l'adresse d'un dispositif qu'il savait encore actif, même s'il ignorait comment. Amélie, je suis Julien Moreau, ancien collègue de ta mère. Tu n'es pas seul. Il envoya le message, espérant qu'il atteindrait sa destinataire, là, haut, à 35,0 pieds d'altitude. À bord du vol 8271, Amélie Dubois était assise au siège 35C, coincée entre l'homme en sweat à capuche, dont l'odeur de frites grasses emplissait l'air, et l'adolescent aux écouteurs qui tapait du pied au rythme d'une basse assourdissante. Son tibia pulsait encore de douleur, la chaussette tachée de sang séché collant à sa peau, mais son attention était ailleurs. Sur l'écran de son ordinateur portable, une ligne de texte venait d'apparaître, clignotant en vert sur fond noir, fichier restreint détecté, miroir ZPK. Décryptage en cours. Son cœur s'accéléra. Elle n'avait rien activé, rien touché,
Mais Éthique semblait agir de sa propre initiative, comme si le système, endormi pendant des années, avait senti l'injustice et s'était réveillé. Une barre de chargement progressait lentement. 3%, 5%, 8%. Amélie cliqua sur le pavé tactile pour arrêter le processus, mais le curseur resta figé, insensible à sa commande. Puis un nouveau message surgit, abrupt, presque accusateur. Module invisible initialisé. Cœur Genève. Origine. Il y a 5 ans et 2 mois. Amélie fronça les sourcils. 5 ans et 2 mois. C'était plus ancien qu'elle ne l'avait imaginé. Sa mère n'avait pas seulement conçu Éthique pour surveiller les compagnies aériennes ou répondre aux exigences bureaucratiques. Elle avait intégré une couche personnelle, secrète, cryptée, accessible uniquement par un lien de sang, par le bracelet qu'Amélie portait maintenant à son poignet. Elle se pencha sur l'écran, son souffle court, tandis qu'un texte commençait à défiler, ligne après ligne, comme une lettre surgie du passé. « Ah ma fille, si tu vois ceci, c'est qu'ils ont essayé. Ils ont essayé de t'enlever quelque chose qu'ils n'avaient aucun droit de toucher. Je suis désolé de ne pas avoir pu les arrêter, mais j'ai construit quelque chose qui le peut. » La voix de Claire Dubois, numérisée mais d'une clarté bouleversante, s'échappa des haut-parleurs de l'ordinateur, si faible qu'elle semblait murmurer directement à l'oreille d'Amélie. Les mots résonnaient comme un écho d'un autre temps, d'un laboratoire ensoleillé à Saclay, où, à 7 ans, Amélie jouait avec des câbles pendant que sa mère tapait sur un clavier, expliquant patiemment que ce bracelet, ce bout de cuir orné de fils bleus, était plus qu'un objet. « Il attend une voix plus forte que la mienne », avait dit Claire. Une voix née du silence. Ce silence, aujourd'hui, était assourdissant. À l'avant de l'avion, derrière le rideau de première classe, Véronique Laurent tapait frénétiquement sur sa tablette d'équipage, son visage crispé par une colère contenue. Elle rédigea un rapport, ses doigts s'agitant avec une précision mécanique, passagère en 35C, tentative d'accès non autorisée en première classe. Perturbation créée. Demande de signalement pour comportement. Elle hésita un instant, puis ajouta une dernière ligne, les mots pesant comme une sentence. Possible risque de sécurité. Le mensonge lui laissa un goût métallique dans la bouche, mais elle appuya sur envoyer. À peine une minute plus tard, Éthique intercepta le document, le marquant immédiatement comme comportement de représailles potentielles. Sur l'écran d'Amélie, le rapport apparut, accompagné d'un historique inattendu, 2 plaintes précédentes contre Véronique Laurent, toutes 2 impliquant des passagères noires, toutes 2 étouffées par des enquêtes internes expéditives. Amélie sentit son souffle se couper. Le système ne se contentait pas d'enregistrer. Il se souvenait. Il connectait les points que l'industrie avait voulu effacer. Elle releva les yeux, juste à temps pour voir Véronique repasser dans l'allée, son regard scrutant les rangées comme un faucon à la recherche d'une proie. L'hôtesse s'arrêta brièvement près du siège 35C, ses yeux glissant sur Amélie sans la reconnaître. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, sa voix mielleuse, presque sirupeuse, comme si rien ne s'était passé. Amélie leva les yeux, son regard calme. Trop calme, presque dérangeant. Véronique tressaillit, un frisson inexplicable lui parcourant l'échine. Elle poursuivit son chemin, mais une sensation de malaise la suivit, comme une ombre qu'elle ne pouvait secouer. Pendant ce temps, le flux en direct d'Antoine Lefebvre, le journaliste indépendant assis en 4B, atteignait maintenant 100 spectateurs. Les commentaires sur les réseaux sociaux s'enflammaient, les hashtags « Justice pour Amélie » et « Air Prestigeonte » commençant à envahir les plateformes. « Elle s'est fait frapper pour rien », écrivait un utilisateur. « Cette hôtesse doit être virée », ajoutait un autre. Antoine, nerveux mais déterminé, envoya un second courriel à son rédacteur en chef, attachant une nouvelle capture d'écran où l'on voyait clairement le sang sur la chaussette d'Amélie. À quelques rangées de là, Sophie Beaumont, l'entrepreneuse parisienne, observait son téléphone où les commentaires défilaient à une vitesse vertigineuse. Elle avait murmuré des jugements hâtifs plus tôt, critiquant l'absence des parents d'Amélie. Mais maintenant, face à la colère grandissante en ligne, elle ressentait une pointe de honte. Ses doigts hésitèrent au-dessus de son clavier, puis elle tapa un courriel anonyme à la DGAC. « J'ai été témoin d'un incident sur le vol 8271, Paris, New York. Une hôtesse a frappé une adolescente sans raison valable. Siège 1A, première classe. Vérifiez, je vous en prie. » Elle n'envoya pas immédiatement, mais laissa son doigt planer sur la touche « Envoyer », tiraillé entre sa conscience et sa peur de s'impliquer. À Toulouse, Julien Moreau reçut une alerte sur son terminal. Éthique synchronisait maintenant les systèmes de plusieurs aéroports majeurs.
Charles de Gaulle, JFK, Heathrow. Les kiosques biométriques de reconnaissance faciale à Paris commencèrent à afficher des erreurs. Les scanners de fidélité à Londres refusèrent les passagers VIP et les systèmes de prêt, dédouanement à New York entrèrent en boucle. Les alertes rouges clignotaient en rythme, comme un pool numérique, toutes portant la même signature. Amélie Dubois, ID légataire 78,431, 92X. Julien envoya un second message à Amélie. Tu as réveillé Éthique. Il est avec toi. Tiens bon. À bord, Amélie lut le message, surprise par l'apparition de cet inconnu qui semblait connaître sa mère. Elle ne répondit pas, mais ses doigts effleurèrent à nouveau le bracelet, la perle centrale vibrant légèrement sous son pouce. Une nouvelle ligne apparut sur son écran. Mode passif-actif. Éthique surveille les communications internes, les journaux d'équipage et le manifeste des passagers. Amélie minimisa l'interface et baissa la luminosité de l'écran, consciente que chaque mouvement pouvait attirer l'attention. Dans la cuisine de bord, Véronique, ignorant tout du chaos qui se déroulait sous la surface, sirotait une nouvelle eau pétillante, son sourire crispé trahissant une nervosité croissante. Elle consulta sa tablette, où son rapport avait été envoyé, mais aucune réponse ne venait. Elle tapa un message de suivi, confirmation demandée, passagère 35C signalée. Rien. À la place, une notification inattendue apparut. Rapport comportemental, sous examen fédéral. Ne modifier ni ne supprimer les enregistrements. Vérification éthique en cours. Véronique sentit son sang se glacer. Elle cliqua à nouveau, espérant une erreur, mais une seconde notification suivit. Sujet de la plainte identifié comme passager avec accès prioritaire. Recommandation, cesser toute action. Son souffle se bloqua. Accès prioritaire? Qu'est-ce que cela signifiait? Le nom Dubois lui revint soudain, comme un écho lointain. Elle se souvenait vaguement d'une affaire, des années plus tôt, une scientifique, un projet controversé, un accident. Mais c'était impossible. Cette gamine ne pouvait pas être liée à cela. Elle passa à nouveau dans l'allée, évitant délibérément de regarder le siège 35C, comme si croiser les yeux d'Amélie risquait de confirmer une vérité qu'elle refusait d'affronter. À l'arrière, une jeune hôtesse, Camille, s'approcha de Véronique, son visage marqué par une inquiétude croissante. « Pourquoi as-tu signalé cette fille » demanda-t-elle à voix basse. « Elle n'a rien fait depuis qu'elle est ici. » Véronique lui lança un sourire tendu. « Protocole, Camille. On ne peut pas être trop prudent. Elle était agressive tout à l'heure. » Camille haussa un sourcil. « Agressive ? J'ai vu du sang sur sa chaussette. Elle semblait blessée. » Véronique balaya l'objection d'un revers de main. Elle a dû se gratter en essayant de forcer son entrée en première classe. Camille ne semblait pas convaincue, mais elle n'insista pas. Elle tapa une note sur sa propre tablette, sans l'envoyer. Passagère blessée au siège 35. C'est. Aucun comportement agressif observé. Elle sauvegarda le brouillon. Incertaine. À Paris, dans les bureaux de la DGAC, Camille Lefebvre, l'analyste, fixait son écran où les alertes s'accumulaient. Le rapport de Véronique venait d'arriver, marqué comme comportement de représailles potentielles par éthique. Elle ouvrit une archive interne, non publique, et trouva 2 signalements antérieurs contre Véronique Laurent, tous 2 impliquant des passagères noires, tous 2 classés sans suite. Mais avec éthique actif, les données révélaient ce que les enquêtes humaines avaient ignoré. Des schémas de biais, des choix de mots, des timings suspects. Camille ouvrit un dossier d'enquête et marqua Véronique comme sujet d'intérêt, Niveau 1, revue éthique. Elle attacha le rapport de Véronique, la note non envoyée de Camille et les identifiants d'accès prioritaire d'Amélie. Elle appuya sur Envoyer. Sur l'écran d'Amélie, un triangle rouge clignota dans le coin. Faux rapport détecté. Système archivé. Elle n'avait rien fait. Éthique avait agi seule, capturant le rapport de Véronique, le timestampant, le classant comme une tentative de représailles. Amélie tapa une fois sur le pavé tactile. Et un fichier s'ouvrit, détaillant l'historique de Véronique, 2 cas précédents, 2 dissimulations, le même modus operandi. Elle referma le fichier, ses lèvres formant une ligne droite. Pour la première fois depuis des heures, un léger sourire effleura son visage. Pas un sourire de joie, ni de vengeance, mais de reconnaissance. Le système que sa mère avait construit n'était pas seulement vivant. Il observait. Et il se souvenait de tout. Amélie se tourna vers le hublot, les nuages défilant comme des continents flottants. Elle ouvrit le journal de sa mère, le carnet vert aux bords usés. À l'intérieur, la citation soulignée brillait sous la lumière tamisée de la cabine. « Le silence n'est pas une soumission.
C'est une stratégie. Elle souligna à nouveau les mots, bien qu'ils fussent déjà marqués, et murmura à elle-même. Je ne suis pas seul. À cet instant, Éthique envoya un signal à travers 152 aéroports, un murmure numérique qui allait bientôt devenir un cri. Dans la salle majestueuse de l'Assemblée nationale, au cœur de Paris, un silence solennel enveloppait les sénateurs, leurs visages figés dans une attente presque palpable. Les boiseries sombres du plafond, ornées de motifs dorés, semblaient absorber le moindre son, tandis que les caméras des chaînes d'information, alignées comme des sentinelles au fond de la salle, diffusaient en direct chaque instant de ce moment historique. Amélie Dubois, 13 ans, traversa le parquet lustré, ses baskets blanches crissant légèrement sur le marbre, un son discret mais étrangement puissant dans cette arène de pouvoir. Elle portait le journal vert de sa mère, Claire Dubois, serré contre sa poitrine, et un sac à dos où pulsait discrètement Éthique, le système qui avait ébranlé l'industrie aéronautique mondiale. Aucun garde ne l'escortait. Aucun conseiller ne murmurait à son oreille. Elle était seule, mais son pas était assuré, son regard clair, ses épaules droites. Lorsqu'elle s'arrêta devant le micro, un huche collectif tomba sur l'Assemblée, comme si le monde entier retenait son souffle. La présidente du comité, une femme aux lunettes à monture d'écaille et au chignon impeccable, ajusta ses lunettes et déclara d'une voix posée. « Mademoiselle Dubois, vous avez la parole. » Amélie leva les yeux, son visage calme, presque serein, mais traversé d'une détermination farouche. Sa voix, lorsqu'elle parla, ne trembla pas. « Je n'avais pas prévu de paralyser les aéroports, commença-t-elle, ces mots résonnant avec une clarté qui contrastait avec son jeune âge. Je n'avais pas prévu de réécrire des politiques ou de briser des systèmes. Je voulais simplement m'asseoir dans le siège que ma mère avait payé pour moi. Lire un livre. Rentrer chez moi. » Plusieurs sénateurs se penchèrent en avant, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs bloc-notes. « Mais on m'a chassé de ce siège, » poursuivit-elle. « Non pas parce que j'avais causé du tort, mais parce que je ne semblais pas à ma place. » Ce moment aurait pu s'effacer dans le silence, comme tant d'autres avant lui. Mais le silence n'est pas une sécurité. Et parfois, quand personne n'écoute, il faut laisser le système parler plus fort que soi. Elle marqua une pause, son regard balayant la salle, s'arrêtant brièvement sur les caméras qui captaient chaque mot, chaque geste. Puis, elle prononça les mots qui allaient résonner bien au-delà des murs de l'Assemblée. « Si nous ne volons pas avec dignité, nous ne devrions pas voler du tout. » La salle resta figée. Aucun applaudissement ne vint briser le silence. Les sénateurs, les journalistes, les spectateurs dans les gradins publics, tous semblaient suspendus à ces paroles, comme si prononcer un son risquait de rompre la gravité de l'instant. Alors, au deuxième rang, un homme se leva lentement, appuyé sur une canne en bois poli. Ses cheveux gris, clairsemés, brillaient sous les lustres. Sa voix, lorsqu'il parla, était rauque, brisée par l'émotion. « Je dois dire quelque chose, » murmura-t-il. Et les agents de sécurité, prêts à intervenir, s'immobilisèrent à un signe de la présidente. L'homme ôta son chapeau, révélant un visage marqué par le temps. « Je m'appelle Henri Laurent, » dit-il, sa voix tremblante mais claire. « Je suis le grand-père de Véronique Laurent, l'hôtesse de ce vol. » Un murmure parcourut la salle, comme une vague discrète mais puissante. Les yeux d'Amélie s'élargirent légèrement, mais elle resta immobile. Henri avança d'un pas, sa canne tapant doucement contre le sol. « Je lui ai appris à aimer le ciel, à faire voler des cerfs-volants sur les plages de Normandie quand elle était petite. Je lui ai appris comment l'air porte les ailes, mais j'ai oublié de lui enseigner comment l'intégrité porte un cœur. » Il s'arrêta, son visage se crispant sous le poids de la honte. « J'ai vu la vidéo, » murmura-t-il. « J'ai vu ce qu'elle t'a fait, Amélie. Et j'ai su que le monde se souviendrait de mon nom autrement que je l'avais espéré. » Il baissa la tête, un geste long, profond, presque solennel. « Je ne peux pas défaire ce qu'elle a fait. Je ne peux pas parler pour son cœur, mais je peux dire ceci, je suis désolé. » Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait étouffer l'air. Amélie ne répondit pas immédiatement. Elle inclina simplement la tête, un geste discret mais suffisant, comme une reconnaissance muette. Ce n'était pas une victoire, pas une vengeance, mais un moment rare, un instant d'humanité brute, dans une salle où les mots étaient souvent calculés. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à des kilomètres de cette salle, Véronique Laurent se hâtait à travers le terminal B, une écharpe de soie enroulée autour de ses cheveux, des lunettes noires masquant la panique dans ses yeux. Elle serrait un billet d'avion pour Dubaï, une destination choisie avec soin. Pas d'accord d'extradition, pas de médias, pas de poursuite. Elle voulait disparaître,
laissait derrière elle le scandale qui enflammait les réseaux sociaux et les journaux. Mais lorsqu'elle présenta son passeport au contrôle TSA, l'agent, un homme trapu au regard impassible, haussa un sourcil. « Mademoiselle Laurent ?» Elle hocha la tête, son sourire crispé. Il scanna le document, et son écran vira au rouge. Une alerte clignota. Risque d'évasion éthique. Accès refusé. Retenu pour enquête fédérale. L'agent releva les yeux. « Veuillez vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. » Véronique sentit son sang se glacer. « Il doit y avoir une erreur, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Madame, » répondit l'agent, son ton ferme, « vous êtes signalée pour tentative de fuite pendant une enquête active. Vous n'irez nulle part. » Deux agents fédéraux émergèrent de derrière un mur de sécurité, leurs costumes sombres contrastant avec la foule colorée des voyageurs. L'un d'eux lut à voix haute depuis une tablette. « Véronique Laurent, en vertu de l'article 9. 4 du mandat de dignité des passagers de la DGAC, vous êtes placé en détention pour suspicion d'évasion éthique. Éthique a enregistré votre tentative de départ et a automatiquement bloqué vos identifiants. » Les mains de Véronique commencèrent à trembler. « Ce n'était qu'un vol, » murmura-t-elle, désespérée. « Non, » répondit l'agent, « c'était une fuite. » Ils lui retirèrent son badge, sa carte d'accès, son droit de voler, là, devant les regards curieux des passagers qui embarquaient à proximité. Le système qu'elle avait autrefois moqué avait scellé la porte derrière elle. Non pas métaphoriquement, mais littéralement. À Paris, dans la salle de l'Assemblée, Amélie regagna son siège à côté d'Antoine Lefèvre, le journaliste qui avait diffusé l'incident en direct. La présidente se leva, sa voix résonnant avec une gravité nouvelle. « Mademoiselle Dubois, nous vous remercions pour votre témoignage. Nous passons au vote pour l'adoption formelle de la charte d'équité des passagers dans le code de la DGAC. » Les stylos griffonnèrent, les documents furent signés, et le vote fut unanime. Unanime. Un mot rare dans une salle où les compromis étaient souvent arrachés au forceps. Plus tard ce soir-là, Amélie s'assit au bord de la fontaine des Tuileries, son reflet dansant sur l'eau sous les lumières de la ville. Antoine se tenait à quelques pas, observant en silence. « Tu l'as fait » dit-il enfin, sa voix douce mais empreinte d'admiration. Amélie secoua la tête. « Non, nous l'avons fait. » Il sourit. « Ta mère serait fière. » Amélie ouvrit le journal vert de Claire, tournant les pages jusqu'à la dernière. Une note manuscrite, presque oubliée, était glissée dans la couverture. « Le ciel appartient à tous, Amélie. » Elle referma le carnet, le serrant contre son cœur. Dans les jours qui suivirent, le monde changea à une vitesse fulgurante. Air France, sous la pression des réseaux sociaux et des systèmes gelés par éthique, signa la charte d'équité des passagers lors d'une conférence de presse diffusée en direct. Le PDG, Pierre-Henri Martin, apparut à l'écran, son costume impeccable contrastant avec son expression tendue. « Nous reconnaissons nos erreurs, » déclara-t-il. « Nous signons cette charte non pas parce que nous y sommes forcés, mais parce que nous aurions dû le faire il y a 5 ans, lorsque Claire Dubois nous a montré la voie. » D'autres compagnies suivirent. Lufthansa, British Airways, Delta Sky. Chacune diffusa une déclaration, certaines maladroites, d'autres sincères, mais toutes publiques. Antoine Lefèvre, de son côté, publia un article explosif dans Le Monde, intitulé « La vérité d'un ciel silencieux ». Il y révélait la vérité sur la mort de Claire Dubois. Pas une erreur de pilotage, mais une défaillance algorithmique. Lors d'un atterrissage d'urgence, l'avion de Claire avait été dépriorisé par un système qui favorisait les passagers à faible risque, un algorithme biaisé qui excluait les minorités ayant un historique de litige, comme Claire, qui avait défié l'industrie sur ses pratiques discriminatoires. Éthique avait exhumé les journaux de bord, les transcriptions de la boîte noire, un rapport interne marqué confidentiel. Incident Accept 149. La vérité éclata comme une bombe. Claire n'était pas morte à cause d'une tempête ou d'une fatigue humaine, mais à cause d'un système qu'il avait jugé indésirable. Sophie Beaumont, l'entrepreneuse qui avait murmuré des jugements hâtifs dans la cabine, lut l'article d'Antoine dans son bureau du 8 arrondissement. La honte la submergea. Elle repensa à son courriel anonyme, envoyé à la dernière minute à la DGAC, et décida d'aller plus loin. Elle créa une bourse d'études au nom de Claire Dubois, destinée aux jeunes filles souhaitant étudier les technologies aéronautiques. « J'ai été silencieuse trop longtemps », écrivit-elle dans une lettre publique. « Cette bourse est ma manière de parler, maintenant. » Julien Moreau, l'ingénieur à la retraite, contacta Amélie depuis Toulouse. Ensemble, ils intégrèrent Éthique dans les applications de réservation des compagnies aériennes, permettant aux passagers de consulter les scores éthiques des équipages en temps réel, comme on vérifie la météo ou le prix d'un billet.
Ils nommèrent cette fonctionnalité ciel sûr, un outil simple mais puissant, invisible pour le grand public, mais capable de signaler un incident en quelques secondes. Lors d'une cérémonie privée organisée par la DGAC, dans une salle discrète du ministère des Transports, un représentant tendit à Amélie une boîte en velours contenant une carte dorée. En reconnaissance de vos actions, commença-t-il, nous vous offrons un accès prioritaire mondial à vie. Première classe, embarquement prioritaire, sur toutes les compagnies. Amélie regarda la carte, puis releva les yeux. Non, merci, dit-elle calmement. La salle se figea. Pardon, balbutia le représentant. Je ne veux pas d'un raccourci parce que j'ai causé du remue-ménage, répondit-elle. Je veux un système qui ralentit pour voir ceux qui l'ignorent d'habitude. Elle rendit la boîte, son geste ferme, mais sans arrogance. Faites un ciel où chaque enfant est en sécurité. C'est tout l'accès dont j'ai besoin. Un applaudissement discret éclata, et une femme dans l'assistance, une cadre d'Air France, essuya une larme. La nouvelle du refus d'Amélie se répandit rapidement. Les gros titres proclamèrent. Amélie Dubois refuse les privilèges VIP, demande la protection pour tous. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau, les activistes la surnommant la voix d'une génération invisible. Les compagnies aériennes, sous la pression publique, commencèrent à publier des rapports mensuels de conformité à éthique, transformant la transparence, autrefois terrifiante, en un outil de communication. À Roissy, dans une salle administrative austère, Véronique Laurent faisait face à un comité de 3 personnes. Aucun avocat, aucun journaliste, juste un document posé sur la table, son jugement final. La présidente du comité lut à voix haute. Véronique Laurent, vous êtes reconnue coupable de violation du mandat de dignité des passagers, sous-section 3,1 et 7,4. De plus, vous avez engagé un comportement systématique compatible avec un biais racial, des actions de représailles et la suppression de protocoles éthiques émergents. En conséquence, vous êtes définitivement interdite d'emploi dans tout rôle certifié par la DGAC, y compris les postes aériens nationaux et internationaux. Véronique ne broncha pas, non pas par acceptation, mais parce qu'il n'y avait plus rien à nier. Son badge fut coupé en 2, son dossier marqué d'un nœud pas réembauché. Elle quitta la salle seule, sans un mot, traversant l'aéroport comme une passagère ordinaire, dépouillée de tout privilège, de tout pouvoir. Personne ne la suivit. Personne ne lui demanda de commentaires. Pour la première fois de sa carrière, elle était invisible. Une semaine plus tard, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, une fillette de 9 ans, Lila Mbaye, monta à bord d'un vol pour Nice, seule, pour rejoindre ses grands-parents. Sa peau brune brillait sous la lumière du terminal, et son sac à dos violet arborait un autocollant futur astronaute. Une hôtesse lui tendit un bracelet ciel sûr, une simple bande de plastique avec un code QR. Lila le scanna sur l'écran de son siège, et un message apparut « Bienvenue, voyageuse. Si quelque chose ne va pas, appuie ici, et Éthique veillera sur toi. » Lila sourit, son anxiété s'évanouissant. À bord d'un autre vol, de Paris à Chicago, Amélie s'assit au siège 22A, classe économique, son choix délibéré. Elle n'avait jamais accepté les surclassements offerts par Éthique. À côté d'elle, un jeune steward, Thomas Rivera, boucla sa ceinture. Son badge brillait, tout neuf, et il lui adressa un sourire timide. « Vous êtes Amélie, dit-il doucement. Grâce à vous, j'ai rejoint l'aviation. J'étais vendeur dans un kiosque à Saint-Denis. J'ai vu votre discours à l'Assemblée pendant une pause. Le lendemain, je me suis inscrit à l'école d'aviation. » Amélie inclina la tête, touchée. « Merci, murmura-t-elle. Merci de rester. » Il sourit. « Non, c'est vous qui m'avez donné une raison de venir. » À l'avant de la cabine, une agitation discrète attira l'attention d'Amélie. Une fillette de 9 ans, Lila, entrait en première classe, son sac violet rebondissant sur son dos. Une hôtesse vérifia son billet, puis lui sourit, la laissant passer sans un mot. Pas de regard interrogateur, pas de murmure, pas d'hésitation. Lila s'installa au siège 1A, boucla sa ceinture, et personne ne la dérangea. Amélie sentit son souffle se couper. Leurs regards se croisèrent à travers l'allée, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Lila sourit, un sourire confiant, éclatant. Amélie lui rendit un sourire, discret mais chargé de sens. Ce n'était pas une victoire bruyante, mais une reconnaissance silencieuse. Le système avait changé, et il se souvenait d'elle. Dehors, le soleil se couchait, projetant une lumière rose et or à travers la cabine. Thomas se pencha légèrement. « Vous pensez que votre mère aurait fait quoi, si elle avait vu tout ça ?» Amélie réfléchit un instant, puis répondit « Elle aurait continué. Pas pour punir, mais pour protéger. » Thomas hocha la tête. «
On dirait que vous faites ça. Une alerte ciel sûr vibra doucement sur le téléphone d'Amélie. Un message anonyme d'un parent dont l'enfant avait voyagé seul la semaine précédente et s'était senti en sécurité pour la première fois. Elle n'avait pas besoin de médailles ni d'applaudissements. Elle avait cela. Quelque part dans la cabine, un enfant appuya sur le bouton d'appel, non par peur, mais par curiosité. Une hôtesse s'agenouilla à côté de lui, parlant doucement, à son niveau, non pas au-dessus. Amélie ferma les yeux. Elle ne rêvait plus de révolution. Elle rêvait d'un ciel normal, où aucun enfant n'avait à être courageux pour être vu. Où la justice n'était pas un atterrissage forcé, mais un vol paisible. Les étoiles apparurent une à une à travers le hublot. Les lumières de la cabine s'adoucirent. Et quelque part entre la mémoire et l'altitude, Amélie Dubois volait. Pas pour fuir, pas pour protester, mais simplement pour avancer. Elle murmura, presque pour elle-même. « Nous sommes tous dans le ciel, maintenant. Volons juste. » Son ordinateur vibra doucement, une dernière ligne clignotant sur l'écran. « Merci, Amélie. Le ciel écoute désormais. » L'histoire d'Amélie Dubois, une adolescente de 13 ans confrontée à une injustice brutale dans les cieux, résonne comme une parabole moderne, ancrée dans les valeurs chères à la culture française, la justice, la dignité et la solidarité. À travers son parcours, nous sommes invités à réfléchir non seulement sur les systèmes qui nous entourent, mais aussi sur notre propre rôle dans leur transformation. Cette histoire, à la fois tragique et inspirante, nous pousse à examiner nos comportements, nos silences et nos responsabilités dans un monde où l'injustice peut frapper en un instant, mais où le courage d'une seule voix peut changer la trajectoire d'un système entier. Tout d'abord, l'histoire d'Amélie nous rappelle la puissance du silence, non pas comme une soumission, mais comme une stratégie. Dans la culture française, où l'éloquence et le débat occupent une place centrale, le choix d'Amélie de rester calme face à l'agression de Véronique Laurent est profondément significatif. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée, une retenue qui reflète une maturité rare pour une adolescente. Ce silence, loin d'être passif, devient une arme lorsqu'il est couplé à éthique, le système conçu par sa mère. Pour nous, dans nos vies quotidiennes, cette leçon est essentielle. Il ne s'agit pas toujours de crier ou de confronter directement une injustice. Parfois, observer, réfléchir et agir avec précision peut avoir un impact bien plus grand. Dans nos interactions au travail, à l'école ou dans nos cercles sociaux, nous pouvons apprendre à canaliser notre indignation en actions réfléchies, qu'il s'agisse d'écrire une lettre, de soutenir une cause ou de créer un outil pour changer les choses. Ensuite, l'histoire met en lumière la responsabilité collective face à l'injustice. Les passagers de la première classe, à l'exception d'Antoine, le journaliste, et de Sophie, qui agit tardivement, choisissent l'indifférence face à l'humiliation d'Amélie. Ce silence complice, si commun dans les moments où l'on craint de s'impliquer, est une critique implicite de notre tendance à détourner le regard. En France, où l'idée de fraternité est inscrite dans la devise républicaine, ce comportement nous interpelle. Combien de fois avons-nous vu une injustice, dans la rue, dans un métro bondé, sur un réseau social, et choisi de ne rien dire, par peur, par fatigue ou par simple inconfort? L'histoire d'Amélie nous enseigne qu'un simple geste, un courriel, une vidéo, une parole, peut devenir le premier domino d'un changement systémique. Antoine, avec son flux en direct, et Sophie, avec son courriel anonyme, montrent que chacun, à son échelle, peut contribuer à rétablir la justice. Une autre leçon précieuse réside dans la persévérance face à l'adversité. Amélie, malgré la douleur physique et l'humiliation, ne cède pas à la colère ou au désespoir. Elle porte l'héritage de sa mère, Claire, non pas comme un fardeau, mais comme une boussole. Cette résilience, dans la culture française, évoque les figures historiques comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont transformé des moments de crise en opportunités de changement. Pour nous, cela signifie que les défis personnels, qu'il s'agisse d'un échec professionnel, d'une discrimination ou d'une perte, peuvent être transformés en moteurs de transformation. Amélie nous montre que l'héritage, qu'il soit familial, culturel ou moral, peut nous guider lorsque tout semble perdu. Enfin, l'histoire d'Amélie souligne l'importance de la technologie comme outil de justice. Éthique, conçue par Claire Dubois, n'est pas seulement un programme informatique. C'est une extension de la volonté humaine de corriger les erreurs. Dans une France où l'innovation est célébrée, de la Tour Eiffel aux startups de la Silicon Valley française, cette idée résonne profondément. Elle nous rappelle que la technologie, lorsqu'elle est guidée par des valeurs éthiques, peut amplifier les voix marginalisées. Dans nos vies, cela nous pousse à utiliser les outils à notre disposition,
réseaux sociaux, applications, pétitions en ligne, pour défendre ce qui est juste, tout en restant vigilant face aux abus de ces mêmes outils. En appliquant ces leçons à notre quotidien, nous pouvons transformer nos indignations en actions concrètes. Soyons comme Amélie, patients mais déterminés, silencieux mais stratégiques. Soyons comme Antoine, prêts à utiliser nos compétences pour révéler la vérité. Soyons comme Sophie, capables de reconnaître nos erreurs et d'agir, même tardivement. Et surtout, soyons comme Claire, visionnaires, construisant des outils pour un avenir plus juste. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire entendre une voix, de briser un silence, de réparer une injustice, même à petite échelle. Si cette histoire d'Amélie Dubois vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien à la justice et à la dignité pour tous. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message d'Amélie voyage plus loin que les nuages. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui éveillent les consciences et changent le monde, une voix à la fois. Et laissez un commentaire ci-dessous. Que vous a appris Amélie? Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour rendre le ciel ou le monde plus juste? Ensemble, faisons en sorte que chaque histoire compte. Merci de nous avoir regardés. Et à bientôt pour un nouveau voyage.